La chaîne graphique. Salut les mecs! Ok, Eric. Ah. Salut! Mon exposé s'intitule La chaîne graphique. Ça trompe le cul! La chaîne graphique est une expression communément employée dans l'industrie graphique pour désigner l'ensemble des professions qui interviennent de la conception à la finalisation d'un produit graphique qui sera produit à de multiples exemplaires par un procédé d'impression. Selon les imprimeurs et les manuels techniques, elle se décompose en un nombre variable d'étapes. La chaîne graphique peut être très synthétique ou très détaillée. Dans cet exposé, nous distinguerons 3 étapes majeures de la chaîne graphique, que nous nous évertuerons de développer les unes après les autres. Tout d'abord, la phase conceptuelle, puis la production créative, et enfin la production industrielle. Dans ces 3 étapes majeures, nous distinguerons 9 sous-parties qui sont la phase stratégique, la phase créative, la production des originaux, la production des images, puis la sortie et rasterisation, les épreuves, les plaques plus l'impression, la finition, et enfin la distribution. Commençons tout d'abord par la première sous-partie de la phase conceptuelle qu'est l'approche stratégique. La phase stratégique correspond aux questions préalables qu'il faut se poser avant d'entreprendre tous travaux quels qu'ils soient. En effet, les réponses à ces questions aident à définir comment le produit devra être imprimé, traité et quels matériaux devront être mis en œuvre pour le fabriquer. Quel type de produit allons-nous réaliser? Réaliserons-nous un journal, un livre, un emballage, une affiche, un catalogue, un dépliant, une publicité ou des cartes? Quel public mon produit cible-t-il? À quelle catégorie de la population vais-je m'adresser? Aux ados? Aux personnes à revenus moyens? Les personnes intéressées par l'alimentation? Les seniors? Les hommes ou les femmes? Et j'en passe. À quoi mon produit servira-t-il? À informer le public? À vendre? À distraire? Ou emballer? Comment sera-t-il distribué? Mon produit sera-t-il affiché en ville? Paraîtra-t-il dans un hebdomadaire ou dans un quotidien? Sera-t-il envoyé par courrier direct? Ou encore laissé à la libre disposition du public? Et comment sera-t-il utilisé? Et combien de temps le produit doit-il durer? Sera-t-il archivé ou jeté après son utilisation? Sera-t-il fortement manipulé? Doit-il remplir une fonction spécifique, comme le packaging? Et pour finir, à combien d'exemplaires le produit final devra-t-il être tiré? Quel en sera le coût total? Et quels seront les délais de livraison qui me seront impartis? Les intervenants de la phase stratégique peuvent être les services marketing, les services de communication, les agences de publicité ou bien les conseillers en médias. Passons maintenant à la seconde sous-partie,
La phase créative. Pendant la phase créative, il faut mettre au point le RAW, qui permettra de déterminer le message du document, ainsi que le meilleur moyen de toucher le public visé par ce dernier. Cette esquisse permettra aussi de présenter de manière grossière l'aspect final du produit au client, en restant le plus fidèle possible quant à ses attentes, autant au niveau esthétique qu'au message qu'il souhaite véhiculer, ainsi qu'au visuel qu'il souhaite voir apparaître. Durant cette phase, on déterminera quel type de produit imprimé faut-il créer, que doit communiquer le produit, comment doit-il le communiquer, et à quoi le produit doit-il ressembler. Prenons pour exemple un artisan boulanger qui décide de se faire une affiche pour promouvoir l'ouverture prochaine de sa boulangerie, dans laquelle il souhaite voir apparaître les éléments suivants: le nom de sa boulangerie, l'adresse de cette dernière, les coordonnées téléphoniques, les horaires, les produits vendus et le numéro SIRET de son entreprise. À ce stade, rappelons que nous avons passé la phase stratégique et que par conséquent nous avons préalablement dégagé le but du produit, qui dans ce cas présent est la publicité, le groupe cible, qui est la population vivant aux alentours, le tirage et le coût, qui dépendent tous deux de nombreux paramètres, comme le budget dont le client dispose, le degré de finition qu'il souhaite, le format qu'il a choisi, etc., et le type de livraison, ainsi que son délai. À ce niveau, nous pouvons désormais nous faire une idée quant au résultat final de notre affiche. De plus, nous avons choisi le type de format, le type de papier, la finition, le style de typographie qui sera employé, les encres d'impression, CMJN ou Pantone. Les intervenants de la phase créative peuvent être les services marketing et de communication, les agences de publicité et de relations presse et les agences de création graphique. Passons maintenant à la première sous-partie de la production créative, la production des originaux. La phase de production des originaux consiste, comme son nom l'indique, en la réalisation de la maquette originale. Par cela, on sous-entend sa mise en page, l'insertion du texte et des images. À ce stade, il est souvent nécessaire d'envoyer une ou plusieurs épreuves au client pour d'éventuelles modifications ou pour tout simplement obtenir son approbation. Tout cela avant de passer à l'étape 5 qui est la sortie et rastérisation. Cette tâche sera en règle générale attribuée à un graphiste qui sera chargé de retranscrire au mieux le RAW, cela avec les instructions, les visuels et les outils informatiques dont il dispose. En effet, le graphiste sera chargé de la création et de la mise en page. Il devra parfois reprendre ou créer une identité visuelle propre à la structure, afin que celle-ci soit facilement distinguable des autres, ou en d'autres termes, se conformer ou créer une charte graphique. Il lui appartiendra aussi de reprendre la police habituellement employée ou en choisir une qui soit la plus fidèle au croquis ainsi qu'à l'esprit de l'affiche et de l'entreprise, sachant que cette dernière fait très souvent partie de la charte elle-même. Ce dernier devra aussi apposer des visuels qui lui seront fournis, tels un logo, des images, des photos, etc. Et pour finir, il devra placer les éléments de texte et leur choisir des polices spécifiques. Les intervenants de la production des originaux peuvent être les agences de publicité, les agences de création graphique, les studios graphiques et les prestataires de services pré-presse. Passons maintenant à la production des images. Cette étape a souvent lieu en parallèle de la phase 3 qui est la production des originaux. En effet, lors de la production des originaux, que nous venons d'aborder, il n'est pas rare que des images soient commandées afin d'agrémenter le produit. Pour cela, des images sont scannées,
et des photographies sont effectuées. De surcroît, de plus en plus de sites internet spécialisés mettent à disposition des banques d'images qui permettent de s'épargner l'intervention souvent coûteuse d'un professionnel, comme celle d'un photographe par exemple. Toutes ces images réunies, permettant d'illustrer le produit, seront développées, recadrées, retouchées, corrigées au niveau des couleurs et stockées sur un ordinateur en vue de modifications éventuelles. Ces dernières seront ensuite converties en CMJN et ajustées en fonction du mode d'impression choisi. Le passage du mode RVB en quadrichromie s'appelle une séparation. En effet, le mode RVB correspond à ce que nous pouvons observer sur nos écrans TV, nos moniteurs d'ordinateur, scanners et autres. Ces technologies gèrent 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Un de ces points correspond à un pixel. Chaque pixel d'une image possède une valeur indiquant la valeur de rouge, de vert et de bleu qu'elle contient. Ce mélange est ensuite perçu par l'œil comme une couleur spécifique. On passe alors du mode RVB, qui correspond à la combinaison de ces 3 couleurs, au mode CMJN, qui correspond à la combinaison de ces 4 couleurs utilisées pour restituer l'image en quadrichromie grâce aux trames superposées. Et voici un exemple de ces trames superposées qui permettent de reconstituer une image. Les intervenants de la production des images peuvent être les photographes, les laboratoires photo, les photograveurs, les sociétés de pré-presse, les imprimeurs équipés en pré-presse et les agences d'images. Passons maintenant à la première sous-partie du grand 2, la sortie et rastérisation. La rastérisation ou matricialisation est un procédé qui consiste à convertir une image vectorielle en une image matricielle destinée à être affichée sur un écran ou imprimée par un matériel d'impression. Une image matricielle ou image en point est une image numérique dans un format de données qui se décompose d'un tableau de pixels ou de points de couleur, généralement rectangulaire, qui peut se visualiser sur un moniteur ou tout autre dispositif d'affichage RVB. À ce stade, la maquette, avec le texte et les images, peut être sortie sur film ou sur papier. Il peut s'agir d'impressions en couleur, de transparents, de films graphiques ou d'originaux papier. Pour cette phase, on utilise en principe des imprimantes à jet d'encre ou encore des imageuses. Puis, on règle les valeurs des grossimétries, autrement dit le trapping, ainsi que la défonce afin de pallier aux irrégularités qui risqueraient de s'immiscer lors de la sortie. Les intervenants de la sortie et rastérisation peuvent être les sociétés de pré-presse, les photograveurs, les réprographes et les imprimeurs équipés en pré-presse. Passons maintenant aux épreuves. Les épreuves donnent une idée assez fidèle du résultat de l'impression finale. Ces dernières sont utilisées pour s'assurer que le travail de pré-presse a correctement été exécuté. Dans cette étape, on effectue une simulation d'impression d'après les éléments finalisés. De plus, elle offre la dernière chance de pouvoir vérifier le produit et d'y apporter des modifications si nécessaire. On distinguera 3 types d'épreuves: les épreuves analogiques, les épreuves numériques et les épreuves d'écran. Les épreuves analogiques. Une épreuve analogique est réalisée sur la base des films éventuellement utilisés pour fabriquer les plaques d'impression. Le terme de chromalin est aussi souvent employé pour désigner ces dernières. En effet, le chromalin est un système d'épreuves de couleurs mis au point par la société Dupont. Il sert au contrôle, à la validation et à l'épreuve contractuelle des documents destinés à être imprimés.
C'est une marque déposée, utilisée comme nom. Premier système d'épreuve rapide connu, il a par la suite et par extension été utilisé par certains professionnels pour désigner les autres systèmes similaires provenant d'autres fournisseurs. Il est donc possible, avant impression, de demander un chromalin pour vérifier les couleurs réelles du document et donner ensuite à l'imprimeur ce document fiable pour le calage des couleurs. Cette épreuve unique de photogravure est obtenue par insolation des films offset et de substances colorées sur un support approprié. Le chromalin numérique est quant à lui obtenu directement du fichier numérique sans réalisation de film. Il est souvent suffisant, mais reste toutefois d'une fiabilité inférieure au chromalin analogique pour le calage machine. Les épreuves numériques. Passons maintenant aux épreuves numériques qui, à l'instar du procédé analogique, se trouvent être beaucoup moins longues et onéreuses à réaliser. En effet, le chromalin analogique, que nous avons précédemment traité, se trouve de plus en plus délaissé au profit des épreuves numériques. Tout cela pour les raisons citées antérieurement. Autrement dit, dans un souci de temps et de délai, mais aussi dans un souci d'économie. Et de surcroît, car une nouvelle technologie, appelée le Computer to Plate, le CTP, a fait son apparition et a ainsi permis de s'épargner l'intervention de certains professionnels et des coûts supplémentaires inhérents qu'ils s'engendrent. Les épreuves d'écran. L'épreuvage sur écran ou soft proofing est apparu depuis peu. Il consiste à faire valider une image virtuelle destinée à l'impression à distance. Pour la validation colorimétrique par le client, il est nécessaire d'avoir un bon calibrage des couleurs de l'écran. Ceci est le principal obstacle de ce genre de procédé. Pourtant, de nombreuses solutions sont actuellement développées par les fournisseurs, comme par exemple l'utilisation des profils ICC. Un profil ICC est un fichier numérique d'un format particulier décrivant la manière dont un périphérique informatique restitue les couleurs, comme une imprimante par exemple. Ce type de fichier a été créé par l'International Color Consortium pour permettre aux professionnels de la PAO de maîtriser les couleurs tout au long de la chaîne graphique. Cela expliqué, l'épreuvage d'écran reste assez simple. Le document à vérifier est envoyé par l'imprimeur au client sous forme d'un fichier informatique. Le client inspecte alors le document sur son écran et formule les modifications à apporter si nécessaire, ou signe, le cas échéant, le bon à tirer. Il est à noter que ce procédé est entièrement virtuel et qu'à aucun moment le document n'a été imprimé sur son support. Les épreuves ayant permis de vérifier la conformité de la mise en page, des textes, des images et de la colorimétrie en particulier, le client peut alors demander, si le besoin s'en fait sentir, des modifications ou des corrections. Ainsi, une nouvelle épreuve lui sera à nouveau soumise. Puis, lorsque tout est conforme, le client signe alors cette épreuve sur laquelle il est mentionné « bon à tirer ». Ce document est dès lors contractuel, car il indique l'approbation du client et engage l'imprimeur à obtenir le résultat attendu. Petite précision, on distingue deux bons à tirer. Le bon à tirer d'épreuve finale, soumise par le concepteur à son client, pour validation de la maquette avant impression, et le bon à tirer imprimeur, qui donne accord du client avant l'impression, dégageant la responsabilité de l'imprimeur. Les intervenants de la production des épreuves peuvent être les photograveurs, les sociétés de pré-presse et les imprimeurs équipés en pré-presse. Une fois les épreuves validées, il est possible de passer à l'étape suivante, qui est la fabrication des plaques d'impression qui seront utilisées pour le tirage des exemplaires finaux. Depuis peu, ces dernières étaient le plus souvent confectionnées lors de la 5e phase. Aujourd'hui, elles sont le plus souvent produites directement par des imageuses de plaques, appelées CTP, Computer to Plate, par les imprimeurs. Le procédé d'impression est aussi choisi en fonction du produit réalisé et du résultat escompté. Le papier est bien entendu le matériau le plus couramment employé pour l'impression, mais il est également possible d'imprimer sur des matériaux comme le plastique ou le tissu. Regardons ensemble cette vidéo explicative. Vous pouvez le constater, les moines copistes, ça n'existe plus. Et ils ont été remplacés par des infographistes. Ces infographistes travaillent sur des ordinateurs de PAO, production assistée par ordinateur. Le client envoie ses fichiers soit sur CD-ROM ou alors sur disquette zip.
Une fois que l'infographiste et le client se sont mis d'accord sur les retouches finales à faire sur le document, ce document est envoyé dans une machine qu'on appelle un RIP. On regarde tout de suite comment fonctionne un RIP. C'est quoi un RIP? Eh bien en fait, un RIP, c'est un ordinateur ou un logiciel entièrement dédié à transformer vos fichiers informatiques sous forme de fichiers interprétables, soit pour un CTP, soit pour une flasheuse. Une flasheuse, c'est une imprimante qui est spécialement conçue pour imprimer sur des films plastiques transparents tels que celui-ci. Ce qui se passe dans le RIP, c'est qu'en fait, vos fichiers sont transformés en informations sous forme de petits points. Et si on regarde de plus près ce que la flasheuse nous a imprimé, eh bien on constate que les textes et les images informatiques ont été transformés en centaines de petits points. Nous venons de voir à quoi servait un RIP. En fait, à transformer vos fichiers numériques sous forme de petits points, appelés pixels. Je vous ai parlé aussi de la flasheuse, donc du CTF et du CTP. Le CTF, c'est le Computer to Film. Cela a été utilisé encore récemment en imprimerie pour venir imprimer des films plastiques transparents. Une imprimante spéciale venait donc imprimer ces films. Ensuite, le film plastique transparent était positionné sur une plaque offset. On mettait l'ensemble du montage dans une chambre d'insolation. Après insolation, on retirait le film et notre plaque reproduisait à l'identique ce qu'il se trouvait sur le film. Cette plaque ensuite était montée dans la presse offset. Avec les améliorations et les évolutions technologiques, on a supprimé une étape, celle du film. On n'utilise plus de film. Avec le CTP, le Computer to Plaque, on imprime directement, on insole directement la plaque offset. On a donc supprimé une manipulation. On va regarder tout de suite comment fonctionne le CTP. Nous voici donc devant le CTP. Cette machine équipée d'un laser va donc venir insoler la plaque photosensible. On a un éclairage rouge pour éviter justement de voiler la plaque. Dans cette machine, le laser va venir donc dessiner le texte et les images du client. Il nous faudra donc 4 plaques pour les 4 couleurs. Ensuite, ces plaques vont ressortir de l'autre côté dans la développeuse. On va regarder comment ça marche avec la développeuse. Notre plaque vient donc d'être insolée. Elle passe en premier dans un four, puis dans un bain révélateur, et elle finit à cet endroit, insolée. Il nous faudra donc 4 plaques pour les 4 couleurs. On regarde maintenant comment on les met sur les machines offset. Pourquoi 4 plaques? Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en informatique, on utilise des écrans d'ordinateur qui émettent de la lumière. En émettant de la lumière, il suffit simplement d'avoir du rouge, du vert, du bleu et de les mélanger pour avoir toute la gamme visible des couleurs. Alors qu'en imprimerie, on n'émet pas de la lumière, on absorbe la lumière. Il nous faut donc mélanger du cyan, du magenta, du jaune et du noir pour avoir la même gamme de couleurs apparaître. C'est pour ça qu'il nous faut 4 plaques. Le document que nous avons imprimé tout à l'heure sur la petite imprimante laser, le voici. Il va falloir maintenant l'imprimer sur la presse offset. Il va falloir aussi vérifier la correspondance des couleurs. Et pour ce faire, on a un opérateur qui travaille sur un pupitre de commande. Ce pupitre de commande est équipé de commandes pour les encriers, pour envoyer plus ou moins d'encre sur la presse offset. Attention, si on regarde une photo ou un document sur un écran d'ordinateur, on regarde de la lumière émise en rouge, vert, bleu, alors que cette même photo ou ce document, une fois imprimé sur une feuille de papier, sera regardé avec de la lumière absorbée, le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Il risque donc d'y avoir une différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce qu'on a réellement imprimé sur cette feuille de papier. Pour tenter de corriger cette différence, on va prendre un spectromètre ou un densitomètre. Cet appareil de mesure va venir sur l'écran mesurer ce qui est capable d'afficher votre écran, puis on va imprimer une grille de calibration, une grille de référence sur la presse offset et on va aussi la mesurer avec cet appareil. 2 fichiers vont être fabriquer un fichier de mesure de votre écran et un fichier de mesure de couleur de votre imprimante ou de la presse offset. Ces 2 fichiers vont être mis dans un logiciel qui lui va être capable de calculer cette différence.
Il va ainsi modifier à l'écran la tonalité des couleurs de votre image ou de votre document pour qu'il soit le plus proche possible du résultat imprimé sur notre feuille. C'est ce qu'on appelle la calibration de la chaîne graphique. On va regarder tout de suite comment fonctionne la presse offset. Nous voici donc sur la machine offset et vous pouvez voir qu'il y a les 4 couleurs. Le jaune, le magenta, le cyan et le noir tout là-bas au fond. L'emplacement des encriers se trouve ici et c'est eux qui vont venir mettre plus ou moins d'encre sur notre plaque offset. On va venir positionner nos 4 plaques sur les 4 rouleaux porte-plaques. Le premier rouleau, le deuxième rouleau, le troisième rouleau et le quatrième rouleau. Ici, notre plaque offset est montée sur le rouleau porte-plaque. Le principe de l'offset repose sur la répulsion naturelle entre l'eau et l'encre. La plaque est traitée de telle sorte que les zones imprimantes soient hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles chassent l'eau, mais par contre gardent l'encre, alors que les zones non imprimables gardent l'eau, mais pas l'encre. L'encre est alors naturellement concentrée sur les parties imprimantes. Ici, sur ces caractères, l'encre viendra prendre sa place. Et là, on voit parfaitement que l'eau évite ces caractères. Notre plaque offset est donc montée sur le cylindre porte-plaque et c'est ensuite que notre image ou nos textes seront transférés sur le blanchet qui lui est monté sur le cylindre porte-blanchet. Le blanchet est constitué de caoutchouc qui ne retient que l'encre et c'est ce blanchet qui va venir, au final, imprimer notre feuille de papier. Avec ce genre de presse offset, on peut arriver à imprimer jusqu'à 15 000 feuilles à l'heure. Vous pouvez le constater. Les intervenants de la production de plaques et de l'impression peuvent être les sociétés de pré-presse ainsi que les imprimeurs. Passons maintenant à la 4e sous-partie de la production industrielle qu'est la finition. La finition, après le tirage, les feuilles imprimées doivent être travaillées pour aboutir à un produit fini. Elles peuvent être rognées au format voulu, pliées, collées, brochées en livre ou en fascicule, pelliculées ou vernies pour se conformer au produit fini souhaité. Cette phase est également connue sous le terme de façonnage ou de traitement post-presse.
Les intervenants de la finition peuvent être les imprimeurs et les façonneurs. Enfin, nous arrivons à la dernière sous-partie de la production industrielle ainsi que de la chaîne graphique, la distribution. En effet, la distribution est la dernière étape de la chaîne graphique. Le produit fini, imprimé, est distribué à l'utilisateur final. Ouais, c'est fini, that's all, folks.